Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traitera du chapitre 3 de SVT Terminal 2025, intitulé La complexification des génomes. Cette vidéo traite en détail du chapitre et constitue alors un support suffisant à préparer vos examens. Nous le savons tous, chaque individu est différent phénotypiquement, c'est-à-dire qu'un individu n'aura pas les mêmes formes de caractère qu'autrui. Par exemple, chaque personne possède sa propre couleur de cheveux, de peau et des yeux. Et cette grande variété interindividuelle résulte de combinaisons de plusieurs phénomènes, les mutations spontanées, les erreurs de réplication ou encore la méiose. Mais ce n'est pas la seule source de diversification du vivant. Serait-il possible d'enrichir son génome en y incorporant certaines parties d'une autre espèce ? Eh bien oui, cette première image met en évidence une limace, l'Hélicie verte, capable d'intégrer à ses propres cellules les chloroplastes des algues dont elle se nourrit. Par ailleurs, un autre exemple de transfert génétique opérant sans reproduction est celui des bactéries multirésistantes qui, soumises à un stress sélectif fort, celui des antibiotiques, ont la capacité d'échanger des plasmides, qui sont des ADN circulaires, portant des gènes de résistance. Dans tous ces différents exemples, on retrouve l'idée que le génome a la capacité de se complexifier, et ce, par l'intermédiaire de multiples mécanismes, plus ou moins complexes. Entrons alors en détail dans ce sujet avec une expérience qui aura à tout jamais marqué cette idée. Il s'agit de l'expérience de Frédéric Griffiths, qui était un microbiologiste et qui observa bizarrement que certaines souches de pneumocoques non pathogènes peuvent le devenir au contact de pneumocoques pathogènes, tués auparavant à haute température. La première figure met simplement en évidence les deux phénotypes existants pour cette souche bactérienne, se résumant aux bactéries lisses, qui sont virulentes car l'aspect est expliqué par la présence d'une capsule, et les bactéries rugueuses, qui sont elles avirulentes. Puis voici en détail l'expérience menée. Les isolats virulents sont tués à haute température et l'extrait obtenu permet d'isoler protéines, ARN et ADN. Puis on regarde, après ajout de RNase qui détruit l'ARN, de DNase qui détruit l'ADN, ou bien de protéase qui dénature et donc détruit les protéines, si les souches avirulentes deviennent virulentes, comme observé auparavant. Ce que l'on remarque est le fait que c'est uniquement lorsqu'on ajoute à l'isolat de la DNase que les bactéries maintiennent leur avirulence. Autrement dit, c'est bien l'ADN provenant des bactéries virulentes tuées qui a été transmis aux bactéries avirulentes et c'est cette transmission horizontale qui a permis au nouveau phénotype de virulence d'émerger. Cela ne semble-t-il pas choquant qu'il puisse exister des échanges d'ADN interindividuels de même espèce, mais toutefois, on peut se poser la question qui suit. Est-ce limité par l'échelle spécifique ? En d'autres termes, des échanges d'ADN entre espèces différentes peuvent-ils aboutir ? Eh bien la réponse est oui, et cela est mis en évidence sur la figure ci-contre, montrant une méduse, Echora victoria, portant dans son génome un gène nommé GFP, pour Green Fluorescent Protein, dont la séquence est visible. Quand cette séquence, codant pour une protéine fluorescente, est introduite dans des bactéries par choc thermique, facilitant le passage de l'information génétique à travers la membrane plasmique, on observe que les bactéries obtiennent à leur tour cette fluorescence, signifiant donc que ce gène a bien été incorporé et traduit dans leur génome, malgré la distinction en termes d'espèces. Mais après tout, cela n'est pas choquant du fait que l'ADN est universel, c'est-à-dire qu'il est constitué des mêmes bases, de la même structure entre espèces, et donc correspond au même langage. En parlant de bactéries, il s'avère que deux mécanismes particulièrement communs sont impliqués dans la complexification du génome, la conjugaison et la transduction. La conjugaison bactérienne correspond à un échange de matériel génétique entre bactéries par l'intermédiaire de pili, qui sont des ponts liant les cytoplasmes bactériens. La transduction, quant à elle, correspond au fait qu'il existe des virus spécialisés dans l'infection bactérienne, nommés phages. Ces phages, en infectant les bactéries de manière ultra sélective, peuvent suivre un cycle dit lysogénique et insérer son génome dans celui de la bactérie. On le voit, les échanges génétiques sont partout et plus encore sont communs dans la nature. Dès lors, on peut se demander en quoi sont-ils bénéfiques. Comme visible sur cet arbre représentant les gènes qui ont été transmis de différentes espèces à l'homme, la drosophile ou encore les nématodes, il existe non seulement une grande quantité de gènes que l'on a hérités via ces transferts horizontaux, mais aussi une origine multiple, non restreinte par l'espèce.
Et bénéficier de nouveaux gènes, c'est potentiellement bénéficier de nouveaux systèmes génétiques permettant de générer un avantage comparatif sélectif pour l'espèce qui les reçoit. Par exemple, si les plantes ont la capacité de réparer leur ADN, de posséder des mécanismes de détoxification des sols ou encore de transporter de manière très efficace des nutriments, c'est bien par l'intermédiaire d'ensembles de transferts horizontaux de gènes qui ont eu lieu plus ou moins tardivement dans leur histoire évolutive. Même si l'idée de transférer horizontalement des informations puisse être bénéfique, contribuant notamment à la complexification des systèmes biologiques et à une meilleure adaptabilité face à l'environnement, cela présente des dangers sans fin, notamment chez les bactéries qui ont une haute capacité de transférer des gènes de résistance aux antibiotiques. Et ce phénomène est largement exacerbé par l'usage d'antibiotiques pour l'homme et pour l'élevage, induisant un rejet excessif de ces substances dans l'environnement, favorisant ainsi la sélection de souches résistantes, notamment de Klebsiella pneumoniae. On a pour conclure mis en évidence les capacités des êtres vivants à échanger des gènes, non pas par transmission verticale, c'est-à-dire via le processus de reproduction sexuée, mais bien de façon horizontale, et que cela a surtout lieu dans le monde viral et bactérien. Mais est-ce les seuls règnes qui sont concernés ? Eh bien non, en effet, même chez les eucaryotes, des transferts horizontaux ont eu lieu, notamment à travers ce que l'on nomme endosymbiose, correspondant à l'intégration d'une cellule dans une cellule hôte, en devenant dépendante pour la survie, à tel point que certaines parties de son génome sont transférées dans le noyau de l'hôte. Mais alors, si certains organites dérivent de cellules ayant été intégrées, cela signifie que l'on devrait théoriquement observer encore aujourd'hui des héritages de cette cellule qui a été intégrée. Et c'est bel et bien ce que l'on observe. En effet, par exemple, les chloroplastes et mitochondries présentent des caractéristiques que l'on retrouve rigoureusement dans le monde bactérien, comme un génome circulaire ou bien des ribosomes 70S. Mais néanmoins, il existe des différences notables, notamment celle de la taille du génome, largement diminuée chez les organites. Par exemple, on a environ 100 gènes chez le chloroplaste contre plusieurs milliers pour les bactéries. Ainsi, une part de ces gènes aurait-elle disparu ? Non, en réalité cela est bien plus complexe. Si le chloroplaste a perdu une part importante de son information génétique, c'est parce que celle-ci a été transmise au génome de la cellule hôte, au sein de son noyau. Afin de mettre en évidence qu'un échange d'ADN est possible entre différents compartiments cellulaires, une expérience a été réalisée consistant à intégrer un transgène dans le chloroplaste d'un plant de tabac contenant un gène de résistance face à une toxine dont l'expression s'effectue seulement dans le noyau de la cellule hôte, donc pas dans le chloroplaste. Après avoir récolté des graines de cette plante et les laissé germer dans un milieu riche en toxines, on retrouve parfois des plants résistants, impliquant qu'ils expriment le transgène et donc qu'ils se retrouvent bel et bien intégrés dans le noyau cellulaire. Ces endosymbioses ont joué un rôle majeur dans la diversification du vivant, et ce pour tous les taxa, que ce soit des végétaux ou bien des animaux, ou encore des protistes, c'est-à-dire des eucaryotes unicellulaires. Maintenant que ces différentes notions sont claires, commençons sans plus tarder par un exercice type bac sur ce sujet. L'amorce met en évidence la menace majeure de cette complexification des génomes, notamment chez les bactéries et parasites de plantes, dans les différents agrosystèmes, contournant sans cesse les stratégies déployées par l'homme pour les neutraliser. Il s'agit en quelque sorte d'une course à l'armement et à l'échappement, d'une coévolution entre la pression sélective induite par l'homme contre les pathogènes et les pathogènes qui, quant à eux, complexifient leur génome et acquièrent des résistances. Le premier document met en avant différents transferts horizontaux ayant eu lieu entre un hôte donneur et un hôte receveur, ainsi que l'impact que cela a eu dans le ravage de différentes cultures. Par exemple, certains champignons ont transféré à des insectes coléoptères certaines enzymes dégradant la paroi végétale, ayant pour conséquence la destruction des feuilles chez les végétaux impactant massivement le rendement. Dès lors, bactéries, champignons et animaux sont la cause de plus de 18% des pertes de rendement dans tous les agrosystèmes, et ce sans exception, que ce soit chez le blé, le maïs ou encore le soja. Par ailleurs, différentes analyses génomiques ont permis de mieux comprendre les principaux groupes responsables de ces transferts horizontaux, et on remarque que peu importe le type de bactérie parasite, un groupe revient comme donneur majeur de gènes. C'est le groupe des protéobactéries, et cela n'est pas choquant, car je vous le rappelle, c'est ce groupe qui est à l'origine des mitochondries chez les eucaryotes. Ainsi, ces transferts de gènes sont très importants à considérer comme menaces, car en effet,
Échanger des informations génétiques, c'est potentiellement échanger des gènes rendant les souches compétitives face à de nouvelles menaces. De cette manière, des résistances apparaissent au sein des agrosystèmes, certains gènes acquis étendent leur spectre d'invasion, ayant pour conséquence de chambouler les cycles biogéochimiques et aussi de menacer une large gamme d'hôtes. Cette menace est particulièrement importante dans un monde où les besoins en nourriture sont croissants et dont l'usage d'antibiotiques et de traitements conventionnels, comme les fongicides ou bien les antiparasitaires, sont devenus choses courantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me suggérer d'autres chapitres ou thèmes ou encore des exercices type bac SVT ou ECE à faire en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt.